Dans cet épisode, nous allons voir le showdown du tournoi du Captain Con opposant le codex Aeldari et le codex Orc. Pour cette liste Aeldari, nous serons en Inari. Nous avons en no slot une unité de 3 Warlocks Skyrunner avec les pouvoirs psychiques Protect Jinx et Quicken Restrain. En QG, nous avons bien entendu Linkarn, un Farseer Skyrunner avec les pouvoirs psychiques Fateful Divergence et Ghostwalk. Entrée, nous avons Mark of the Incomparable Hunter, ce qui signifie que nous aurons la relique Kurnus Bow. Enfin, nous avons une Shadow Seer avec les pouvoirs Mirror of Mine et Shard of Light. Du côté des troupes, 2 unités de 5 Rangers, ce qui permettra de prendre 2 unités de 10 troupes Harlequins, chacune équipée d'un Embrace, une Caresse et 3 Kiss. En élite, une unité de 5 Scorpions avec, comme d'habitude, la Beating Blade et le Crushing Blow. Ensuite, 2 unités de 5 Calling Banshee, toutes les deux équipées de la Mirror Sword. Pour ce qui est de la première unité, nous avons Piercing Strike et la seconde combine Nerve Shredding Shriek et la Crown Scream. Nous retrouvons un personnage Warlock Skyrunner avec le pouvoir Conceal Reveal et le trait de Seigneur de Guerre Ambush of Blade, ainsi que la relique que j'affectionne particulièrement, la Sunstorm. Passons aux attaques rapides. Nous avons 2 unités de Wind Rider. La première est composée de 5 motojets avec canon shuriken. La seconde est composée de 3 figurines avec les shuriken catapultes jumelées. Ensuite, nous avons une unité de 3 Shining Spear équipée du Paragon Sabre, du Earth Strike et de la relique Kinslands. Enfin, pour finir avec cette catégorie, nous avons une unité de 3 Shroud Runner. Enfin, en soutien, nous retrouvons une unité d'un Warwalker équipé de 2 canons shuriken ainsi qu'une unité de support weapon en D-canon. Maintenant, regardons la liste Orc. Celle-ci est en Goff. Pour QG, Zaxtruk, Gaskultraka en seigneur de guerre évidemment avec son trait Proper Killy, ainsi qu'un Warboss en Warbike avec le trait Brutal but Cunning et la relique d'Aquila Claw. Très classique. En troupe, nous retrouvons 2 unités de 10 Beast Naga Boys ainsi que 3 unités de 10 Gritchin. Du côté des élites, une unité de 10 Commandos avec la bombe Squig et une pince énergétique sur le Nobs, sans oublier un Breach à Ram. Enfin, nous avons une unité de 9 Nobs améliorée en Truck Boys évidemment, équipée de 4 pinces énergétiques et 5 gros qui coupent. Pour les attaques rapides, nous avons 2 unités de 3 Squigog Boys avec la bombe Squig et 3 unités de Storm Boys, la première étant composée de 10 figurines et les 2 autres sont composées de 5 figurines. À chaque fois, nous avons une pince énergétique sur le Nob. En soutien, nous avons 2 Killrig. Les 2 unités ont les mêmes pouvoirs psychiques, Puzzle et Squiggly Curse. Par contre, seulement l'une d'entre elles est améliorée avec le Squig Hide Tire. Enfin, pour finir avec cette liste, en transport, évidemment, nous avons un truck pour nos Nobs. Ici, nous avons l'occasion de voir 2 factions qui sont de sérieux prétendants au tier S Dark of Omen. Du côté des Inari, la composition d'une grande liberté de construction d'armée, de l'accès à scouts et ennemis, non pertinente dans ce jeu, mais en général plutôt bon pour cette liste, et d'un affaiblissement significatif de certaines factions précédemment dominantes sous Nephilim en fait une menace sérieuse, avec comme seule faiblesse majeure le fait qu'ils ne sont pas très bons pour monter à 100 points de victoire. Bien qu'une fois que vous êtes dans le top des joueurs du tournoi, ce n'est plus un problème. Les orques, à l'inverse, sont très doués pour chercher les 100 points, grâce à la façon dont ils peuvent agresser leur adversaire. Donc soyez toujours vigilants. La liste de Goff peut utiliser au tour 1 sa WAG, pour entrer rapidement dans le gras de l'armée adverse, car n'oubliez pas, avec les Storm Boys, vous pouvez auto-advance de 6 pouces. Cela vous permettra du coup de marquer assez rapidement vos points, pour qu'il soit difficile pour les Inari de revenir après un premier tour de mêlée, même s'ils parviendront à affaiblir l'orque au fil du temps. Mais l'utilisation des Truck Boys Nobs, maintenant que vous pouvez avoir qu'un seul spécialiste mob, ne faciliteront pas les choses. Vous devrez tout de même rentabiliser au mieux leur impact, et certaines réductions de coûts sur cette unité la rendent extrêmement efficace dans ce rôle. De plus, j'aime beaucoup sa composition de 5 gros qui coupent et 15 pinces énergétiques, permettant de rester très polyvalent face aux différentes menaces des codex top tier. À première vue, la mission The Scoring s'inscrit très bien dans le plan des orques, qui consiste à écraser l'ennemi. Il n'y a pas de score primaire sûr pour l'adversaire, et les 2 objectifs proches sont éligibles pour Get the Good Beats. Ce qui bloque, c'est que les Inari sont difficiles à écraser si votre plan repose uniquement sur la mêlée. Les combats à l'échelle de l'armée représentent un défi pour une liste orc qui veut faire la plupart de ses dégâts en mêlée, car s'engager sur un large front va entraîner beaucoup trop de pertes à cause de la possibilité de Linkarn de se téléporter. Je vais ajouter une petite précision à ce sujet. Pour le format WTC, dans la FAQ version 1.1, qui présente des modifications sur les factions, bien que la FAQ ait été mise à jour en version 1.2, dans celle-ci il n'y a pas justement les modifications des factions, mais simplement sur les règles
générale. Donc du coup, à l'heure actuelle, au moment en tout cas où je monte cette vidéo, pour ce qui est des modifications de faction, il faut se référer à la version 1.1. Et dans celle-ci, Lincarn ne peut pas se téléporter si elle est engagée en mêlée. Ce qui est une grande différence entre ce qui pourrait être joué dans les autres formats. Puis en plus, Lincarn subit la capacité des infiltrateurs Lumni Scrambler, peu importe le format. Allez, revenons à nos moutons. Une utilisation judicieuse des Banshee lorsque les Aeldari contre-attaquent signifie que les quelques pertes qu'elles subiront en feront des unités plus fiables via le trait Inari. Cela crée également un problème secondaire. Normalement, Stampem Good devrait être verrouillé pour les Inari, mais si l'orque commence en premier, il y a de fortes chances qu'il le valide. La Green Tide est également assez difficile sur cette carte, et cela s'accumule en un gros problème. Parce que les oreilles pointues ont un très bon jeu de secondaire passif, en prenant pas de prisonnier, assassinat, et une option dans la catégorie Warpcraft, genre Warp Ritual, puisqu'ils jouent un Warlock Skyrunner, un Sunstorm, et qu'ils peuvent avoir le double mouvement. Alors que doivent faire les orques? Je pense que la réponse est de mener l'assaut avec des Killrig, car c'est quelque chose que la liste adverse est particulièrement incapable de gérer, en dehors de Lincarn lui-même, et je suppose l'absurdité de blessures mortelles que l'armée peut générer. Mais il va devoir s'en occuper. Pousser les Killrig en premier, avec la menace de débarquer des Beasts Snagaboys ayant objectif sécurisé sur les objectifs côté Inari. Cela pourrait être un bon moyen de bloquer suffisamment longtemps pour empêcher les Inari de dominer, et des points bonus si vous pouvez les empêcher de marquer des points de la mission secondaire. Ce plan n'est pas infaillible, parce que, avec quelques jets catastrophiques sur certaines choses, les Inari pourront toujours se dégager des Killrig, et à partir de là, on a l'impression que les orques ont besoin de Gork et de Mork pour réussir l'exploit. À cette occasion, l'inévitable Inéad a emporté toutes les chances de victoire sur les orques. Victoire Inari 84 à 51. Cette liste est géniale. Elle a de la mobilité, un énorme potentiel de dégâts en mêlée, et un jeu fort en générant de nombreuses blessures mortelles. L'inclusion des Windriders en canon shuriken est remarquable, parce que même sans l'accès à Hail of Doom ou le pouvoir Doom, le simple fait d'avoir cette quantité de tirs menaçant en toute impunité semble en valoir la peine. Elles reprennent le rôle que les Swooping Hawks jouent dans les anciennes constructions. Bravo pour cette victoire. En seconde place de ce tournoi, nous retrouvons le Codex Adeptas Sororitas. Nous sommes évidemment en Bloody Rose, en Ocelot, une Repentia supérieure avec le trait Indomitable Belief. En QG, nous commençons par Célestine et Germinae et nous finissons avec Morvenval en Seigneur de Guerre. En élite, nous avons une unité de 5 Célestianes Sacre-Sainte, une unité de 2 Crusaders, une Dogmata avec l'hymne Chorus of Spiritual Fortitude et la relique Litany of Faith. Enfin, pour finir avec cette catégorie déjà bien remplie, nous avons 3 unités de Sœur Repentia, 2 unités de 8 et une de 7. Pour ce qui est des attaques rapides, nous avons 3 unités de Zéphyrim, 2 unités de 8 avec le Penant et la dernière de 5 figurines seulement. En soutien, nous aurons 3 unités de 5 Rétributors, équipées d'un chérubin et de 4 multifuseurs. Pour protéger les unités importantes en fonction des match-ups, nous avons en transport un Rhino. Et puisque nous sommes en format américain, nous avons la fortification Battle Sanctum. Oui, elles sont toujours là malgré quelques nerfs, certes, mais toujours aussi efficaces pour détruire du Space Marine qui font leur retour en force depuis Ark of Omen. Et d'ailleurs, les Bloody Rose sont excellentes pour les tuer. On peut craindre que les sœurs aient du mal à s'en sortir si les listes d'Astra Militarum apportent 3 unités de 3 mortiers. Ce sera d'ailleurs un facteur important dans le metagame. Mais même dans ce cas, avec des réserves stratégiques gratuites et peut-être l'ajout de quelques Rhinos, il devrait y avoir des moyens de les garder viables. Dans tous les cas, bravo pour cette deuxième place avec 4 victoires et un match nul. En troisième place, nous retrouvons le Codex Orc que l'on a vu dans le Shodown. Allez vite et frappez fort. J'aime pas mal de choses dans cette liste. Les Truck Boys Nubs sont très bons dans Ark of Omen, et j'ai l'impression que la gratuité des réserves stratégiques ouvre vraiment la valeur des Killrig. Parce que maintenant, si vous tombez dans un match-up où vous ne pouvez pas les cacher, et qu'ils vont juste se faire tirer dessus, vous pouvez juste les mettre en réserve. Dans d'autres matchs comme celui du Shodown, avoir de grosses figurines Ramshackle peut vous donner un angle d'attaque alternatif, ce qui est très précieux. Personnellement, je préfère la version d'Eskull, pour justement essayer de survivre à quelques blessures mortelles. Dans tous les cas, super travail pour avoir atteint cette 3e place. En 4e et dernière place, nous avons le Codex Cult Gene Stealers, qui dernièrement fait une énorme remontée sur ses pourcentages de victoire. Par rapport à la dernière liste Cult Gene Stealers que l'on a vue dans un des épisodes précédents, cette fois-ci nous sommes sur le credo Prince des Pauvres, avec en Ocelot un Exos et sa relique Crânal Inlay, en QG nous avons un Acolyte Icon Ward, un Jackal Alphus, un Magus avec sa relique The Unwilling Orb. Malheureusement sur la liste aucun pouvoir psychique n'est inscrit, mais nous pouvons partir du principe qu'il a Psionic Blast pour
générer des blessures mortelles, et Mass Hypnosis pour infliger un combattant dernier et réduire le nombre d'attaques de l'unité ennemie. Pour finir avec cette catégorie, en quatrième et dernière place, nous avons le Primus, avec la relique Reliquary of Santendark, fournissant une invue à 5+, en aura aux unités bases à 6 pouces autour de lui, et le trait Alien Majesty qui se combine parfaitement avec la relique, car celui-ci augmente la portée de vos auras de 3 pouces. Évidemment, ce sera le seigneur de guerre de la liste, et bien entendu, vous ne serez pas surpris par le nombre d'unités bases dans la liste, car avec le nouveau détachement Arc of Omen, nous pouvons mettre 12 troupes, et cette liste en profite grandement. En troupes, nous retrouvons 8 unités d'acolytes hybrides, dont 7 unités de 5 figurines. Dans ces 7 unités, nous avons 5 unités avec des lance-flammes légers, et parmi celles-ci, seulement 3 avec un Heavy Rock Saw. D'ailleurs, leur leader est équipé d'une Bone Sword. Pour les autres unités, avec leur équipement de base. La 8e unité est composée de 10 acolytes hybrides, améliorés avec a Trap Sprung. Elle est équipée de 4 Heavy Rock Drill et d'une Bone Sword sur le leader. Pour compléter ces 8 unités, afin d'arriver à 12 troupes, nous avons 4 unités de 20 néophytes hybrides, toutes équipées d'autogun, 4 canons sismiques, 4 Weber, mais une seule d'entre elles est améliorée avec From Every Angle. Nous finirons cette liste avec les choix d'attaque rapide, car nous avons 2 unités de 10 Atalan Jackal, dont 2 Wolf Squad Incinérator et 2 lance-grenades. La horde du culte qui s'appuie sur de bons secondaires et des tas de figurines, 160 avec les personnages compris. Quelque part, cela me rappelle la liste de l'Exal, ancien capitaine des Bisounours, et sa liste Astra Militarum de 400 ou 300 conscrits. C'était en V7 ou V8, je ne sais plus trop. En tout cas, pour ceux qui s'en souviennent, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires. Bref, c'est une stratégie de plus en plus populaire, mais cette construction ici a un avantage majeur par rapport à la version standard. Courir en tant que prince des pauvres, au lieu du culte personnalisé industriel, vous donne 2 choses essentielles. Un peu plus de punch de la part des Atalan en mêlée, puisqu'ils sont équipés d'armes énergétiques, et l'accès à l'extrêmement puissant relique de Santendark, ce qui permet de rendre cette armée déjà difficile à détruire encore plus durable, rendant cette armée déjà difficile à détruire par son surnombre beaucoup plus durable. Cela semble moins plausible en tant qu'option de jeu dans un metagame où vous allez faire face à des constructions de tirs de Space Marine très violentes, et j'aime bien que cela rende des petites escouades d'acolytes avec une scie un peu plus effrayante. Certaines versions de cette liste risquent de s'effondrer si elles se font attaquer sur un front trop large, mais les choix faits ici font que cela a moins de chances de se produire. Il y a vraiment matière à réflexion. Il sera intéressant de voir si cette liste devient un concurrent durable face à la puissance de la version industrielle. En tout cas, félicitations pour cette place dans le top 4. Passons au best of the rest. 5e place, nous avons Casey Glynn en Iron Hands. 6e place, Paul Woodman en Dark Angel, uniquement Deathwing, pas d'unité Ravenwing. 7e place, Todd Plourde en League of Votan, Conglomerate Ymir. 8e place, Tony Phillips en Adeptus Custodes, Emperor Chosen. Et 9e place, Samuel Pope en Tyrannide Léviathan.